Bien, messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir et bienvenue donc, à cette deuxième édition du tiers-lieu de réflexion du think tank Oxygène Actif. Nous allons évidemment parler de Marseille, une ville dynamique qui a beaucoup évolué ces dernières années, notamment sur le secteur d'Euromed, où nous nous trouvons ce soir, mais qui reste une ville fracturée et très inégalitaire. Inégalitaire en matière d'accès à l'emploi, de revenus, d'éducation, de santé, d'habitat. J'en veux pour preuve un rapport édifiant de l'OCDE qui date de 2014 et qui pointe clairement les disparités entre le nord et le sud de la ville. Alors comment éviter d'aller vers un délitement des relations sociales, la débrouille individuelle ou l'économie informelle? Comment motiver et aider les jeunes des quartiers dits populaires, trop souvent, à construire leur avenir? Quelles solutions en matière d'emploi pour réduire cette fracture? C'est ce que nous allons évoquer ce soir avec vous, cher Lionel Moyer-Perrault. Je rappelle que vous êtes maire des 9e et 10e arrondissements et président de 13 Habitat. Alors pourquoi ce thème? Est-ce que c'est clairement une grande priorité pour vous? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc d'abord, merci à toutes et à tous d'être fidèles à ces réunions. Écoutez, l'emploi, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le début. C'est le début de tout. Et je pense que dans une ville comme Marseille, qui fait quand même en superficie, comme chacun le sait, 2,5 fois Paris, qui est donc une ville très étendue, une ville qui est sédimentée par son histoire, une ville qui est sédimentée par sa position géostratégique de ville portuaire, eh bien c'est une ville qui a beaucoup souffert, qui souffre encore, avec des fractures qui, je crois, il faut le redire, sont réelles entre le nord et le sud. Et je rêve d'une ville qui sache se recoudre. Je rêve d'une ville qui permette aux jeunes des quartiers nord d'avoir, je dirais, la même chance de réussir que des jeunes qui habitent dans les quartiers sud. Et donc, c'est en ce sens que je pense qu'après avoir débattu de peut-on faire de la politique autrement à Marseille, mythe ou nécessité, la question, si on voulait attaquer et rentrer dans le vif du sujet, c'était tout simplement de commencer par le début de l'histoire, à savoir l'emploi. C'est l'emploi, c'est le logement, puis après, quelquefois, c'est le reste. Mais l'emploi, c'est effectivement quelque chose qui me semble important. Beaucoup d'initiatives sont prises, on ne peut pas dire le contraire. Il y a une politique qui est menée en faveur du développement économique, parce qu'il ne peut y avoir d'emploi sans développement économique, et c'est une réalité aussi. Pour autant, on sent bien, de par les missions qui sont les nôtres, nous qui sommes régulièrement sur le terrain, qu'il y a quand même beaucoup à faire sur des publics qui sont quelquefois très éloignés de ce que peut être notre quotidien, et donc comment faire. Voilà. Et merci à toutes celles et tous ceux qui ont accepté de participer à cette réunion, parce que vous êtes tous des acteurs de terrain, vous savez de quoi vous parlez, votre métier c'est d'être au contact des jeunes qui quelquefois habitent les quartiers nord-ouest d'ailleurs de cette ville, vous êtes des entrepreneurs, et donc vous connaissez aussi les difficultés, et moi ce que j'attends de vous, contrairement à nos premières réunions, à la première réunion à laquelle qui avait porté sur les fonds bâtissements, en quelque sorte, de Oxygène Actif, où j'avais beaucoup parlé, et bien là, je vais surtout beaucoup vous entendre, beaucoup vous écouter, et puis on terminera par un propos conclusif. Mais voilà, je pense que c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui savez comment se déroulent les choses, c'est vous qui voyez les faiblesses. Et moi, je pense qu'un politique, quel qu'il soit, ne peut s'inscrire dans le futur qu'en identifiant les faiblesses d'aujourd'hui pour apporter les solutions de demain. Voilà. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle on a souhaité orienter le débat sur l'emploi. Merci, M. Moyer-Perrault. Alors pour en débattre ce soir, vous êtes nombreux. On va démarrer par vous, Blanche Turner. Vous avez démarré votre carrière au journal Le Parisien, puis dans une agence de communication. Vous êtes depuis 2012 responsable du développement des partenariats de Nos Quartiers ont des talents. Votre association permet à des milliers de jeunes de rompre l'isolement et de développer leur réseau professionnel. Je vais vous laisser la parole dans quelques instants. Thierry Vanderdonk, vous avez passé une grande partie de votre carrière chez EDF, donc vous êtes aujourd'hui le directeur du développement entreprise, vous êtes président du réseau des entreprises de l'Huron Valley, une association qui représente et fédère les entreprises et acteurs économiques de l'Est de Marseille. Jean-Marie Quintard, vous œuvrez depuis plus de 20 ans à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, plus connue sous l'acronyme AFPA, et donc vous êtes le directeur régional. François Ranis, qui nous a rejoint, excusez-moi. Vous avez été de 2012 à 2017 donc président de Cap au Nord Entreprendre. On a le lien nord et est ce soir. Vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence et vous êtes bien sûr chef d'entreprise.
Alors pour poser un petit peu les choses, on va démarrer avec vous. Jeanne Lambert, vous êtes avec votre association Synergie Family, un acteur de terrain engagé. Vous avez pour vocation de créer, de mettre en œuvre des projets socio-culturels, sportifs ou socio-éducatifs. Alors quel est votre constat sur la situation à Marseille, notamment celle des quartiers dans lesquels vous avez l'occasion de mener vos actions? Alors, je crois que le constat sur la fracture Nord-Sud, on l'a tous fait. Vous avez fait un point tout à l'heure, vous avez aussi évoqué la situation. Nous, en tant qu'acteurs de terrain, ce qui nous intéresse, et notre positionnement en tout cas, c'est quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut apporter, quelles sont les opportunités, qu'est-ce que c'est que le lien social aussi, parce que je crois que le lien social, c'est une véritable réponse à la fracture Nord-Sud. Et ben moi, des opportunités, des solutions, j'en vois beaucoup. J'en vois d'abord dans le numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est un véritable objet de lien social. C'est une façon de pouvoir s'informer, de pouvoir recevoir de la communication. On peut trouver de l'emploi. On peut se former aussi. Donc c'est un bel objet. Et puis qui a donné lieu aussi à l'économie participative. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du beurre, je sais que ça a été très décrié à Marseille, mais ça a créé quelque part de l'emploi. Ça a permis à beaucoup de jeunes dans les quartiers d'entrer et de s'inscrire dans une démarche d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un Uber. La plupart du temps, c'est un jeune des quartiers qui a fait l'effort de s'en sortir. Ça montre deux choses à mon avis. Ça montre d'une part qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'en sortir, et ça invite à regarder les choses un petit peu différemment aujourd'hui. De se poser justement cette question de comment on peut les accompagner, qu'est-ce qui va les toucher et comment on les invite à rentrer dans une démarche d'entrepreneur. Et puis, il y a l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, c'est tout un pan de l'économie qui veut contribuer positivement, qui veut réduire la fracture. Et moi, ce soir, j'ai envie de vous parler d'un projet que j'ai accompagné il n'y a pas très longtemps, qui m'a beaucoup touchée. C'est le projet Make the Choice. Make the Choice, en deux mots, c'est l'UPE 13 qui le propose. C'est un syndicat d'entreprise qui lance un casting pour des jeunes sans qualification, entre 18 et 30 ans, et qui veulent se lancer. Nous, on a accompagné les jeunes à proposer leurs idées, à pitcher, à réaliser leurs vidéos. Mais surtout, ce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est de quelle façon ces jeunes avaient besoin d'être accompagnés. De quelle façon ils avaient besoin d'être regardés dans leur individualité, dans ce qu'ils étaient, dans ce qu'ils avaient envie de donner, dans leur partage d'expérience. C'est un moment très fort de les accompagner. Et surtout, je peux vous assurer qu'on a accompagné plus d'une 50aine de jeunes dans tout Marseille, quartier nord, quartier sud. Eh bien, il y a un constat, c'est que ces jeunes étaient présents, c'est qu'ils avaient des choses à dire, c'est qu'ils avaient de véritables qualités. Et puis la deuxième chose qui était très forte dans ce projet-là, c'est la rencontre. La rencontre entre les chefs d'entreprise et entre ces jeunes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ces jeunes sont arrivés, ont été sélectionnés, il y a 100 jeunes sur Marseille qui ont été sélectionnés sur leur projet, se sont retrouvés en face de chefs d'entreprise qui étaient là pour les accompagner, de coachs qui les avaient choisis. Et à ce moment-là, au moment de la rencontre, il n'y avait plus de fracture, elle n'existait pas. Ces jeunes étaient en mesure de s'exprimer, étaient en mesure de débattre sur ce qu'ils étaient. Et la troisième chose que je trouve formidable dans ce projet, c'est qu'elle apporte un souffle nouveau. Elle apporte le souffle du lien social. Le lien social, pour moi en tout cas, c'est ce qui unit chaque membre d'une même société. Ça veut dire que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et qu'aujourd'hui, si on veut réduire la fracture, si on veut arriver à une mobilité, eh ben, il faut arriver à se mobiliser ensemble. Chefs d'entreprise, politiques, habitants, sur des sujets qui vont permettre d'avancer ensemble. Donc ça, moi, je crois que c'est une vraie solution d'avenir et c'est ce que je constate en tout cas sur le territoire. Et puis vous parliez de notre action, effectivement, des outils qu'on utilise, du sport, de la culture, de l'art. Et oui, c'est un outil extrêmement important à mes yeux parce que c'est le temps de réalisation de soi. C'est ce qui va permettre aux individus de pouvoir, en dehors de l'école, en dehors du cadre familial, découvrir quelque chose qui va leur permettre de se réaliser et apporter au sein des quartiers difficiles de l'art, de la culture, du sport, des offres de qualité qui vont permettre à ces jeunes de développer aussi leurs paroles personnelles
et bien ça c'est finalement aussi un outil de mobilité vers l'avenir. C'est ce qui permet de rentrer en contact avec chacun, d'avoir des expériences, de ne plus être en situation d'échec aussi. Parce qu'aujourd'hui on constate effectivement sur ces territoires qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires. Et pour cause, aujourd'hui l'éducation nationale c'est quand même pas facile, c'est un système qui bouge très difficilement, qui visualise les gens dans leur globalité et pas dans leur individualité. Et je pense que si on essaie de penser en termes d'humain, en termes de développement, et ensemble, et ben moi je crois que c'est une véritable réponse. Et en tout cas, c'est les solutions qui fonctionnent, c'est les solutions qu'on vit chaque jour sur le terrain, sur le projet 13H Live que vous connaissez, puisque c'est une maîtrise d'œuvre de lien social qu'on mène pour le bailleur 13 Habitat. Et bien tous les jours sur le terrain, on accompagne des familles, on accompagne des jeunes, on accompagne des enfants, et toujours avec cette conviction qu'il faut les regarder de façon unique et les accompagner vers. Voilà, moi je crois que ça, ce sont de vraies solutions d'avenir. Alors, merci beaucoup. Alors, vous parliez de jeunes motivés, je crois qu'on en a beaucoup à Marseille, dans les quartiers nord comme dans les quartiers sud. On observe une disparité, effectivement, au niveau des jeunes diplômés. Il y en a un petit peu moins dans les quartiers nord, mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une difficulté, après ces études, à trouver un emploi. C'est même parfois un chemin de croix. Alors, est-ce qu'on peut parler de ségrégation territoriale? Quelles sont les actions que vous menez, vous, au quotidien, avec votre association Nos Quartiers ont du talent? Oui, pour l'ensemble des jeunes diplômés, nous avons vraiment des actions de terrain que nous avons mis en place depuis 6 ans. Il y en a très peu, non, il n'y en a pas très peu, il y en a beaucoup, mais on n'en entend pas parler. Et puis on a beaucoup de jeunes aussi qui, alors nous on parlait à un moment donné de délit d'adresse, qui vont changer leur adresse pour pouvoir avoir un accès à l'emploi. Donc ils sont encore cachés, ils ne font pas partie des stats, mais on en a énormément. Et je vous rejoins, ce sont des gens très motivés. Nous avons accompagné 2000 jeunes depuis 2012 et on a 80% de retour à l'emploi. Ça veut tout dire. C'est pas nous en tant que tels, c'est pas NQT, ce sont les entreprises. Parce qu'effectivement, créer du lien ensemble avec les entreprises de Marseille, de la région, avec les collectivités territoriales, c'est très important de mettre les gens en lien, un par un, d'aller les voir, d'aller à leur rencontre et surtout de rompre l'isolement. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on avait des têtes bien faites, bien pleines, qui travaillaient, qui œuvraient, mais très solitaires. Donc du coup, il y a un manque de confiance. Quand on rencontre un jeune, on met 6 mois à le remettre en poste. Mais 6 mois, pourquoi? Parce que le jeune a envoyé 400 CV, il n'y a pas eu de retour. Au bout d'un moment, il perd confiance. Et le fait d'être parrainé, d'être reçu en entreprise par un cadre expérimenté qui va être à l'écoute, puisque finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a vraiment un manque d'écoute. Et quand on reçoit ce jeune, qu'on est à son écoute et que dans son individualité, effectivement, on s'aperçoit de ses talents, de ses qualités, de ses possibilités, on est encore un petit peu archaïque en ce sens où, encore aujourd'hui, on dit aux jeunes, vous n'avez pas d'expérience, je ne peux pas vous embaucher. Qu'est-ce que j'aimerais que ces lignes bougent et changent? Et je pense que c'est nous tous ensemble que nous devons faire avancer cette ligne-là qui est primordiale. Je ne comprends pas pourquoi, en Australie par exemple, on va chasser les jeunes directement dans les grandes écoles sans expérience mais avec de beaux diplômes. Et ici, on est encore, oui, et ici on est encore à dire à nos jeunes, vous n'avez pas d'expérience, je suis désolée, revenez. Mais si on ne leur ouvre pas la porte de l'entreprise, ils n'auront jamais d'expérience. Donc c'est vraiment un travail avec les entreprises de Marseille, avec les entreprises des Bouches-du-Rhône que nous faisons. Petit à petit, c'est un travail très minutieux. Nous rencontrons les entreprises, nous leur proposons de rencontrer nos talents, des jeunes qui émanent de quartiers politiques de la ville, mais qui émanent aussi de milieux modestes. Indépendamment du quartier politique de la ville, on a aussi des jeunes qui sont dans un petit coin en train de travailler, qui pour autant n'ont pas de réseau. Donc l'idée, c'est vraiment de les aider à faire leur propre réseau, de leur permettre de rencontrer nos cadres dans nos réseaux à nous. C'est ça, c'est faire du lien, effectivement. Et ces jeunes, concrètement, comment ils vous trouvent? Quel est le chemin pour arriver jusqu'à vous? On travaille énormément avec les bailleurs sociaux, notamment avec 13 Habitat. Le fait de mettre de la communication dans les cages d'escalier et chez l'ensemble des bailleurs permet de rencontrer les jeunes qui, in fine, auraient un job alimentaire. Mais on fait un très très gros travail de partenariat avec les collectivités locales et surtout avec un partenaire que vous connaissez tous, qui est Pôle emploi. On organise très fréquemment des informations collectives pour rencontrer ces jeunes. Saraline, ici présente, a étayé un partenariat très qualitatif avec Aix-Marseille Université et avec des écoles, parce que oui, on a des jeunes talents de quartier qui vont dans des grandes écoles, comme Kedge, comme
Sciences Po, pour ne pas les nommer. Donc on a vraiment tissé, maillé le territoire de cette façon. On présente notre dispositif, on explique aux jeunes que s'inscrire sur notre plateforme et venir vers nous, c'est rencontrer assurément dans 10 jours un cadre expérimenté, et ça marche, et ça le fait, et c'est vrai qu'ils sont reçus en entreprise. Le cadre leur permet de travailler le réseau, mais pas que, va aussi les coacher, leur redonner confiance, leur permettre aussi de réfléchir à leur projet professionnel. Est-ce qu'ils peuvent réellement le faire en famille? Pas toujours, mais le fait d'être avec un cadre, le CSP étant différent, ça leur permet de pouvoir vraiment se projeter dans l'avenir. Et de fait, au bout de 6-7 mois, c'est vraiment notre moyenne, nos jeunes sont en poste. Oui, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est deux choses. D'abord, effectivement, dans les contacts qu'on peut avoir sur le terrain, et Dieu sait si, à titre personnel, je le suis beaucoup, et que ce soit dans les résidences des quartiers sud ou dans les cités des quartiers nord-ouest, ou même il y en a quelques-unes aussi dans les quartiers sud, ce que je constate, c'est que nos jeunes manquent souvent et de confiance et d'information. Quand vous êtes né dans une cité, que vous n'avez vécu que la cité, que vous êtes dans un environnement familial qui n'est pas toujours propice à ce que vous fassiez de longues études, ou qui n'est pas toujours ouvert sur ce que les institutions peuvent proposer, eh bien oui, je pense qu'il y a déjà une malchance pour ce jeune de partir dans la vie. Et donc souvent, c'est déjà le premier constat, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui se retrouvent en carence d'informations parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser, où s'adresser, et je dirais presque même que quelquefois ils ont honte de s'adresser. Pousser la porte pour aller dans une institution qui est pourtant reconnue, eh bien c'est quasiment surhumain parce que de toute manière dans le quartier ça ne se fait pas, et si on le fait, eh bien on risque d'être stigmatisé. Donc ça, c'est la première chose que moi je constate sur le terrain. La deuxième chose que je constate, c'est souvent le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait forcément de grandes études, on est plutôt rétif au système scolaire, on ne sait pas non plus très bien ce que l'on veut faire de sa vie, et donc du coup, on a encore plus de mal à imaginer ce que l'on sera dans 30 ou 40 ans. Et donc on voit ces jeunes qui, du coup, ne savent pas très bien comment s'orienter, ne savent pas très bien ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'on ne cesse de leur dire depuis l'école que de toute manière ce sont quelquefois des bons à rien, soit parce qu'ils sont trop dissipés, soit parce que pour X ou X raison, et donc l'institution scolaire n'a pas été en capacité de leur apporter cette confiance nécessaire. Et donc du coup, eh bien, tout autant que nous représentons les uns et les autres diverses institutions qui sont pourtant pignon sur rue. Bon, il faut bien reconnaître quand même et des initiatives, il y en a. Je veux dire, si on additionne les initiatives de l'AFPA, de Synergie, de nos quartiers des talents, des entrepreneurs de la vallée du Vaune ainsi que de Cap-Nord, du côté du nord de la ville, de l'UPE, de la Chambre de commerce, de la ville de Marseille, de la région, du département, quand vous les additionnez toutes, mais il y a des choses. Mais peut-être que c'est parce qu'il y en a trop que du coup, déjà, on a un peu de mal à savoir vers quoi s'orienter. Déjà, j'espère vraiment que toutes ces actions-là permettront de redonner l'espoir, parce qu'en fait, c'est ça qui nous manque. La plupart du temps, et c'est ce qui manque en fait à tous ces jeunes qui sont dans ces quartiers-là, qui n'y croient plus, et qui ont peut-être, il y a plein de solutions qui sont apportées par tous les gens de commerce, ci, ça, mais encore faudrait-il que ça donne des résultats, que ça mène à quelque chose, et que cela leur donne notamment pas juste être accompagné pour être accompagné, ça c'est bien, parce que tout le monde accompagne tout le monde, hein. On nous prend tous par la main et allez c'est parti, on essaie de nous infantiliser. Nous ce dont on a besoin, c'est que derrière il y a quelque chose de concret et que la cooptation ne marche pas que entre les autres, ça marche aussi pour nous. Que finalement on nous dise finalement vous êtes des personnes bien, vous avez un projet, je vais vous donner un coup de main et sans rien attendre derrière, mais vous inquiétez pas, nous on est toujours reconnaissants et on reconnaîtra toujours en fait les personnes qui nous ont tendu la main. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était ce que je pouvais dire et encore de l'espoir. Parcours intéressant. Merci Abdallah. Voilà, donc c'est ce beau témoignage. Moi je fais partie de l'éducation nationale. J'ai quand même vécu de 40 ans d'éducation nationale.
Et je peux vous dire que votre ressenti, je l'ai ressenti avec toutes les communautés. Je pense que le problème actuellement des jeunes, ce n'est pas la stigmatisation raciale ou d'origine, hein, pas du tout. Je pense que tous les jeunes ont des problèmes quand il faut déboucher sur le monde du travail. Alors j'en ai assez d'entendre ça, je vous le dis franchement, parce que j'ai des gamins qui étaient d'origine maghrébine, qui ont très bien réussi, qui se sont débrouillés tout seuls, qui ont passé leurs examens, qui ont des belles professions. J'ai des gens d'origine française, pure souche, soi-disant, et qui n'ont pas de travail. Donc je crois que le problème, madame l'a bien dit, c'est de voir la personne dans son individualité et que l'institution qui est l'école donne déjà une ouverture sur les entreprises dès la 3e, où les gamins, ils n'ont en tête que certains métiers. Ils ne connaissent pas toute la pléiade, la panoplie de métiers qui puissent exister. Alors moi j'en ai assez d'entendre c'est à cause de mes origines, c'est à cause de ma naissance. Non, je pense qu'il y a une mauvaise connaissance des professions, que les enseignants ou les conseillères d'orientation ne donnent pas toujours les bons conseils, et que si un enfant veut arriver, on est quand même dans une école de la République où je peux vous dire que quel que soit le niveau, si vous voulez arriver, vous y arrivez, d'accord? Donc j'en ai assez d'entendre ça, excusez-moi, je parle avec mon cœur là, parce que moi j'ai une fille qui a un bac plus 5, elle gagne 1 500 € par mois, d'accord? Et elle est française, sa mère était instite, son papa avait des études aussi, je veux dire bon, et elle a que 1 500 € par mois avec un bac plus 5. Mais elle a un bac qui lui a servi à rien et elle a fait des études de psycho qui ne lui ont pas donné accès à un métier. Parce qu'en psychologie de l'enfant, vous n'avez pas 50 000 carrières. Alors il faut aussi expliquer aux gens que RH, monsieur, c'est un grand monde, les ressources humaines. Mais aux ressources humaines, il faut être le gratte-papier comme celui qui décide de l'emploi. Je crois qu'il faut savoir aussi ce qu'on veut et aller vers des filières et des orientations qui ont des débouchés. Regardez, vous avez des ingénieurs, monsieur, qui gagnent 1 700 € par mois. J'ai eu encore une attestation d'accueil, je vois les salaires de tout le monde. Vous avez des gens qui gagnent très peu avec beaucoup de diplômes et ils ne sont pas forcément d'origine maghrébine. Donc c'est pas vrai. Je pense qu'il y a un souci et que ce souci, c'est d'orienter les gens vers quelque chose qui leur plaise. Parce que faire un métier on va en parler un petit peu après. Voilà. Hein, on arrive parce au moment de notre débat, on va parler justement de l'orientation. Je crois, avant de laisser quand même nos hôtes s'exprimer plus largement, que l'origine sociale a quand même, je dirais, des déterminants. C'est une réalité. Je veux dire, nous sommes les uns et les autres sur les territoires, nous sommes au contact de ces populations et de ces publics, et nous voyons bien que nous ne partons pas et nous ne débutons pas notre parcours de vie avec les mêmes armes. Voilà. Et donc, après que la finalité, le fait d'avoir des études, que le système soit mal fait, que peut-être en ayant fait bac plus 5, on n'ait pas forcément le salaire que l'on pourrait espérer, ça c'est un autre sujet, mais ce n'est pas le sujet du soir. Le sujet du soir, c'est comment on fait lorsqu'on habite les quartiers nord ou les quartiers sud, quand on est en fracture territoriale, en fracture sociale, comment on fait pour justement pouvoir rebondir et pouvoir avoir une espérance. Parce que monsieur tout à l'heure a terminé son propos en parlant d'espoir. Et tout à l'heure, vous avez commencé votre propos en parlant de manque de confiance. Bon voilà, je crois qu'on a quand même quelque part les deux clés du mal qui rongent certains, c'est-à-dire qu'un défaut de confiance au départ et un défaut du fait de ne pas avoir les mêmes chances que d'autres, parce que quand on n'a pas la possibilité d'avoir des parents qui orientent, d'avoir des parents qui accompagnent, d'avoir des parents qui poussent, parce que c'est une réalité aussi, vous avez des parents qui se désintéressent réellement du sort de leurs enfants, c'est une réalité, je crois qu'il faut quand même le dire. Quand on n'a pas déjà ça, on part déjà avec un handicap. Et après, en plus, si une fois que vous avez fait beaucoup d'études, effectivement, vous vous apercevez qu'il n'y a pas l'espoir nécessaire pour réussir, alors là, évidemment, c'est encore plus compliqué. Mais nous, institutions, élus de la République, qui prenons un certain nombre d'initiatives, parce qu'il ne faut pas non plus dire que rien n'est fait, c'est faux, beaucoup de choses sont faites. Mais comment arrivons-nous justement à amorcer, à accompagner, à donner l'envie et évidemment jusqu'à réussir. Et c'est là où on pourra, dans le cadre d'un lien social plus affirmé, dans le cadre de permettre à ces jeunes aussi de sortir de ce qui est leur environnement naturel. Voilà, on le voit bien, on voit des jeunes qui sont nés dans un quartier et n'ont pas forcément envie d'en sortir.
ils sont bien, ils ont leurs repères, ils ont les parents, ils ont un écosystème de vie, et même nous, là je parle avec ma casquette de bailleur social, lorsque nous proposons des logements hors quartier où ils sont nés, on pense faire leur bonheur, mais ils nous renvoient à la figure, quelquefois, et c'est quelquefois des grandes leçons d'humilité de notre part, qu'ils n'ont pas envie de la vie qu'on leur propose. C'est pas parce qu'ils sont nés à Félix Piat qu'ils veulent aller vivre sur la corniche. Je crois qu'il faut aussi se dire les choses, et que nous pensons bien avec le regard qui est le nôtre, c'est-à-dire pensant que tout le monde veut réussir comme nous, mais chaque individu est différent. Vous avez des gens qui ont des écosystèmes de vie, des écosystèmes familiaux, et ils veulent en rester. Et ça nous surprend, nous, quand on est confronté à ça. Et qu'on nous dit, maintenant, on vous propose un logement dans les quartiers sud, et puis on dit, non, on va rester dans les quartiers nord. Pour nous, des fois, c'est assez déstabilisant. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut respecter, et en même temps, c'est assez révélateur de ce qui est devenu aujourd'hui l'État. L'État veut faire notre bonheur malgré nous. Voilà. L'État veut décider de beaucoup de choses, trop de choses, et au final, on veut nous laisser croire que le bonheur, il est standardisé. Le bonheur de monsieur, c'est sans doute pas le bonheur de mademoiselle, et c'est peut-être sans doute pas le bonheur de madame Calatayud. Voilà, et donc c'est comme ça qu'à mon avis il faut appréhender les choses, mais maintenant c'est comment, quelle solution pour faire en sorte que ces quartiers se ressoudent, même si bien évidemment on peut toujours rêver d'un monde parfait, ça ne sera pas le cas, mais comment on fait pour ressouder les choses? Alors justement, on a tout souvent tendance à stigmatiser les quartiers nord. François Ranis, vous avez été président donc, de Cap Nord Entreprendre. On le disait tout à l'heure, donc une association qui fédère, qui promeut un petit peu tout ce que peuvent faire les entrepreneurs sur ce territoire. Vous êtes un exemple vous-même d'une belle entreprise qui se développe plutôt bien à Marseille. Est-ce que vous allez, vous, dans vos politiques, justement, chercher des talents? Qu'est-ce que vous faites sur le territoire pour ces jeunes, pour leur donner de l'espoir, on le disait tout à l'heure, et puis voilà, pour leur donner des opportunités? Oui, merci. Bonsoir à tous. Cap Nord Entreprendre, donc c'est la fusion de deux structures qui existaient sur le territoire nord, qui étaient en avant et EZF, donc Entrepreneurs en zone franche. Donc, lorsqu'on a fusionné et qu'on a créé Cap Nord, donc autour de 2013 précisément, on s'est posé la question, effectivement, en regardant par exemple ce qu'était l'Observatoire de discrimination, où on se rend bien compte, en réalité, effectivement, qu'il y a une discrimination par l'adresse, par le nom. Ça a été des éléments qui nous ont été mis un petit peu sous le nez, mathématiques, hein, j'ai envie de dire. Et à partir de là, on se dit, bah tiens, effectivement, nous, entreprises, on est sur un territoire, on amène en tout cas, on a une richesse qui est issue de ce territoire. Comment faire pour ne pas rester des entreprises qui gagnent sur des territoires qui perdent? Il y a eu déjà une tentative, justement, dans le cadre de l'entrepreneur en zone franche, qui avait été faite en 1995 en créant les zones franches urbaines. Bon, qui peu à peu, système qui peu à peu s'est vidé de sa substance, hein, voilà, avec les gouvernements successifs qui ont dit bon ben on perd de l'argent effectivement là-dessus, ou en tout cas on a pas mal on n'a pas forcément de retour sur l'investissement, et au fur et à mesure ce système zone franche urbaine s'est vidé de sa substance et n'a plus trop de sens aujourd'hui pour nos entreprises. À mon avis, pour revenir un petit peu en arrière, on a manqué 2-3 axes, par exemple, qui étaient l'axe formation. On ne s'est pas beaucoup penché sur la formation à l'époque. On ne s'est pas posé la question sur quels étaient les besoins exacts des entreprises du territoire. On n'a pas non plus accompagné les entreprises aussi pour justement créer des emplois en lien avec le territoire. Hein, ça a été comment dire, effectivement un accompagnement sur le plan financier, mais pas sur le plan technique. Voilà. On n'a pas non plus accompagné la mobilité sur ce territoire à ce moment-là pour pouvoir effectivement circuler depuis des cités ou des zones en difficulté jusque dans les territoires où il y avait des entreprises comme justement Arnavant ou la partie Henri Barnier. Donc on a manqué quelques rendez-vous quand même à ce moment-là. Donc après, au niveau de Cap Nord Entreprendre, aujourd'hui, quand on se pose la question, on n'est pas non plus
acteur social de premier rang, hein. On se pose juste la question comment faire pour que sur ce territoire, on soit aussi acteur et qu'on devienne un petit peu entreprise citoyenne. Hein. C'est quand même toujours un sujet qui nous préoccupe à Capenan-Andran. On a attaqué, on va dire, avec les collèges, et on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'était de commencer par les stages de troisième. Les stages de troisième qui permettent aux collégiens, justement, de comprendre les codes, de porter un regard différent sur l'entreprise, de se dire, bah, tiens, finalement, peut-être que moi, je pourrais faire dans une entreprise, je sais pas, comptable, maçon, ou bien DRH aussi, pour avoir un regard et comprendre un petit peu quels sont les différents métiers qu'il peut y avoir autour de tous ces quartiers en proximité. Donc, comprendre un petit peu l'entreprise. Après ça, on a continué sur Cap au Nord. Donc là, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a tissé des liens aussi avec les collèges, avec l'éducation nationale. Et ça, donc, c'était changer aussi un petit peu le regard aussi par rapport à l'éducation nationale. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était de changer le regard des entreprises et des entrepreneurs sur le territoire qui les entourait. Hein, ça marche dans les deux sens. Ok, on change le regard des jeunes sur l'entreprise, mais on change aussi le regard de l'entreprise sur les jeunes qui les entourent. Donc aujourd'hui, on a chaque année environ 300 jeunes accueillis dans nos entreprises. Ok, c'est un point de départ. On travaille aussi avec Pôle emploi sur actuellement une opération qui s'appelle Calijob. On va chercher des compétences, on identifie des compétences dont on a besoin dans nos entreprises, et on va les chercher effectivement avec Pôle emploi sur le territoire en proximité, soit avec la mission locale, soit directement avec Pôle emploi. Parce qu'il faut savoir que sur notre territoire Aix-Marseille-Provence, sur notre métropole, j'élargis un petit peu le regard, on a environ 120 000 demandeurs d'emploi et 60 000 emplois non pourvus. Donc il y a un souci là, il y a quand même un problème. Donc aussi de faire correspondre, justement, encore une fois, les besoins des entreprises et l'envie des gens sans emploi sur ces quartiers. Voilà, qu'est-ce que je... Pour rebondir à ce que vous venez de dire, il y a un exemple très concret. Nous avons inauguré il n'y a pas très longtemps la Forme 10. La Forme 10, c'est ce qui permet à Marseille de réparer tous les plus gros bateaux au monde, puisqu'il n'y a que 3 Formes 10 au monde et une seule en Méditerranée, donc elle est à Marseille. Et donc c'est de pouvoir accueillir des grands paquebots, que ce soit des paquebots de croisière ou d'autres paquebots de cargaison. Et donc nous l'avons inaugurée, nous en sommes tous très fiers, elle est située quasiment juste en face des quartiers nord. Bon, eh bien, ceux qui travaillent sur cette Forme 10, donc ça nécessite des charpentiers de marine, bref, toute une série de métiers qui sont des beaux métiers, mais qui nécessitent une certaine spécificité, eh bien, nous sommes obligés d'aller faire travailler des Italiens. Parce que nous n'avons pas, ici à Marseille, les formations adaptées qui permettent justement de former les jeunes qui pourtant habitent juste en face sur ces métiers qui sont des métiers d'avenir, qui sont des métiers de niche, et ce sont des métiers qui permettent justement, me semble-t-il, de pouvoir se réaliser. À l'inverse de ce que il y a 3 semaines, j'étais aux Égalades dans le cadre du lien qui nous unit, 13 Habitat, et l'école de la deuxième chance. Et je vois donc 2 jeunes avec qui nous avons contractualisé pour faire donc justement cette formation. Et je parle avec un qui habitait la Canebière. Et il me dit, voilà, vous savez, moi, l'éducation nationale m'a orienté sur justement les métiers de la mer. Bon, j'ai travaillé un peu là-dedans, bon, ça m'a pas plu. Bon, du coup, je ne savais pas quoi faire. Et donc, du coup, je suis allé mission locale, toujours quand même la même porte d'entrée, donc c'est un vrai guichet unique à la mission locale en particulier. Et hop, on m'a orienté sur l'école de la deuxième chance, dont je ne savais pas qu'elle existait. Et je me suis retrouvé à faire une formation, on va dire, sur les multi-activités, style on fait un peu de plomberie, un peu de maçonnerie, bref, voilà. Et ce jeune me dit, bah, écoutez, ça me plaît.
Ça me plaît parce que je suis dehors, parce que je suis au contact des gens, et c'est quelque chose que je trouve intéressant. Néanmoins, ce que j'ai ressenti chez ce jeune, qui à mon avis est un peu à l'image de ce que l'on voit dans les nouvelles générations, nous sommes une génération où on aime zapper, on est une génération où on n'a pas tellement le temps d'attendre, et donc en même temps qu'il me parlait, je voyais chez ce jeune le fait qu'à l'instant où il me le disait, bien sûr, oui, il avait envie de faire ce métier-là, mais en même temps que je l'écoutais, je me disais, mais je ne le vois pas faire ça 40 ans. Je ne le vois pas faire ça 40 ans parce que je pense qu'aujourd'hui les jeunes ont énormément de mal à se projeter, ne serait-ce que sur les 2 ans qui viennent, donc sur les 40 ans. Voilà. Et en plus, je voyais un gamin qui était intelligent, un gamin qui avait envie, un gamin qui était travailleur, et que je voyais très bien que pour peu qu'il soit justement bien orienté et bien accompagné, c'était un gamin qui n'avait pas vocation à rester 40 ans à repeindre les murs des cités de 13 habitants. Et donc, du coup, c'est vrai que nous devons justement d'avoir plus d'approche humaine. Moi, ce que je reproche dans la société dans laquelle nous sommes, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a des réponses uniformisées, on a des réponses standardisées, et c'est à tout un chacun de rentrer dans la réponse standardisée plutôt que d'avoir une réponse qui correspond aux besoins de chacun. Et c'est ce qui nous mine. Et c'est ce qui nous mine. Et ces jeunes, notamment, ont besoin, pour regagner leur confiance, qu'ils aient quasiment quelque chose qui soit, je dirais, qui corresponde à leur individualité. Et ils étaient 2 ce jour-là aux Égalades. Eh bien, le deuxième, malgré qu'il soit volontaire, alors lui il habitait Félix Piat, tous les matins il prenait le bus quand même pour aller donc aux Égalades, ce qui est quand même un effort conséquent, ça me montre qu'il y a une motivation. Eh bien je le sentais différent. Et je voyais bien que, bien sûr, il était heureux d'être là, parce qu'il était avec son copain, parce qu'il avait créé des relations, enfin bref, voilà. Mais je sentais bien que lui, par contre, il ne suivrait pas le même chemin que son collègue. Et donc, c'est vrai qu'il faut ouvrir des perspectives, il faut montrer que d'autres choses que la cité existent, il faut montrer que d'autres emplois, a priori répertoriés, existent. Donc, la 3e, c'est bien, c'est le bon moment, sauf qu'on voit bien quand même qu'aujourd'hui, nous qui sommes maires, mes stages de 3e, moi, à la période des stages, j'en reçois plein. C'est-à-dire qu'on dit aux gamins, tu dois faire un stage, et j'ai l'impression que le système n'est absolument pas armé pour aider le gamin à trouver le stage. Donc c'est la solution de facilité, on écrit au maire, pour avoir un emploi, un stage à la mairie, on écrit éventuellement si dans l'entreprise où papa ou maman travaille, s'il travaille, bref, et ça se limite à cela. Donc il y a déjà peut-être aussi ça, c'est comment on accompagne. Comment on accompagne ces jeunes à l'âge de la 3e sur une diversité de postes. Donc ça, est-ce qu'une municipalité peut avoir une initiative de ce style? Je pense que c'est quelque chose qui peut-être a du sens. Et puis après, et j'en terminerai là, excusez-moi, mais oui, il y a des zones franches. Enfin, moi l'autre jour, je croise quelqu'un qui me dit « je suis en zone franche ». J'étais très fier de zone franche, c'est un chef d'entreprise, hein. Voilà. Mais très sincèrement, j'ai plus eu l'impression qu'il était fier d'être en zone franche parce qu'il y avait de la défiscalisation à la clé que d'avoir un emploi, de proposer des emplois sur site. Et ce sont des gens, et c'était même des avocats, un avocat entre nous soit dit, qui aurait très bien pu embaucher madame d'ailleurs, et mademoiselle, et qui du coup était bien connu sur la place, et qui très sincèrement pouvait très bien avoir son cabinet rue Paradis ou dans l'écosystème du tribunal. Voilà. Donc je trouve que les systèmes sont dévoyés aussi. Voilà. Et que bien sûr qu'on a créé de l'activité économique, mais a-t-on pour autant créé de l'emploi qui corresponde aux besoins de ceux qui habitent ces quartiers? C'est le point d'interrogation. Les QPV, donc dans ce cadre-là, il y a les emplois francs qui sont relancés, mais par contre, ce qui a été mis en place dans le cadre de la politique de la ville sur les zones franches urbaines, on avait au départ un emploi sur 3 qui devait être issu du territoire,
puis ensuite 2 emplois sur 3, donc ça a augmenté, si vous voulez, pour les entreprises, entre guillemets, les contraintes. Et puis on a supprimé effectivement les exonérations sociales, et puis au final on a uniquement conservé la partie impôt sur les sociétés. Mon entreprise par exemple n'est pas en zone franche, hein, donc je le sais plus de par mon rôle de président de Capona Entreprendre. Il y a eu effectivement une série d'entreprises qui sont installées là par opportunité, mais en même temps pourquoi ne pas être opportun s'il y avait derrière réellement des emplois qui étaient créés à la clé? Pourquoi pas? Sauf que on a fait la moitié du chemin. On a effectivement, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas créé tout l'accompagnement qu'il devait y avoir auprès des entreprises, et puis la formation aussi nécessaire. Ça n'a pas eu lieu. Donc au fur et à mesure, effectivement, comme ça n'avait pas un effet énorme, par contre ça a créé oui, de l'activité sur le territoire nord, ça c'est clair. Mais pour autant, est-ce que ça a créé des emplois? Ça n'est pas sûr. Aujourd'hui on a 80 000 emplois sur ce territoire nord. Je crois que là-dedans, il y en a 30% qui concernent les gens habitant le territoire. Voilà les chiffres. Donc c'est pas énorme. C'est-à-dire qu'on a 70% des emplois créés sur les 13, 14, 15, 16 arrondissements qui sont issus du territoire. Donc c'est assez peu. Mais on pourrait remonter encore d'un niveau, mais je ne vais pas tenir le micro sans temps, mais on pourrait remonter encore d'un niveau, c'est-à-dire que cette politique et cette fracture nord-sud, elle a quand même été initiée depuis plus de 50 ans, avec les différentes municipalités. Au départ, effectivement, on n'a pas créé la métropole parce qu'on avait peur d'une opposition de gauche, voilà, communiste, clairement, qui viendrait prendre le pouvoir, effectivement, avec Aubagne, Martigues, les quartiers nord de Marseille. Ça a été ça aussi, de dire non, on ne va pas créer une métropole. Par contre, sur Marseille, on va mettre effectivement toutes les classes populaires sur le nord de Marseille. Et puis à partir des années 90-95, on se dit ouais, il faut peut-être faire quand même quelque chose un petit peu là-haut. Allez, on va lancer le phénomène zone franche et on va créer de l'activité économique. Mais ça n'a pas suffi. Il aurait fallu l'accompagner, aller plus loin dans ce phénomène-là. Voilà, donc c'est un petit peu le regard que l'on porte, nous, Capona Entreprendre, tout en essayant, finalement, on se dit, mais on est aussi au cœur de la métropole, le territoire nord de Marseille est au cœur de la métropole, et à un moment donné, si on veut réussir la métropole, on l'avait vu avec le préfet Terry à l'époque, si on veut réussir la métropole, il faut d'abord réussir les quartiers nord ou le territoire nord de Marseille. Faire en sorte que ça fonctionne parfaitement, commencer par la mobilité, donc avoir une mobilité fluide qui permette de se balader d'un côté à l'autre, continuer par la formation. Enfin voilà, je reprends un petit peu mes thèmes porteurs là, mais à mon avis, il y a un problème un petit peu plus global, au-delà de ce que je disais tout à l'heure, l'Observatoire de la discrimination qui donne réellement effectivement ces chiffres. Au-delà de ça, il y a aussi une politique volontaire et qui sortent d'un clientélisme de proximité auquel on a été habitué depuis dans les 50 dernières années, mais à regarder de façon un petit peu globale. Et je pense que la solution métropole, c'est une bonne solution qui, si elle est acceptée par l'ensemble des élus, elle devrait porter ses fruits d'ici peu de temps, je l'espère. Elle avance doucement parfois, mais elle avance. On va vous laisser. Alors avant de partir sur l'est du territoire, je crois qu'on va revenir sur ce volet formation, ce volet dont vous venez de parler, Lionel Perrault. On sait que le président de la République en a fait une de ses priorités du quinquennat, donc la refonte de notre système de formation, et notamment sur le volet apprentissage. Alors Jean-Marie Quintin, vous dirigez depuis longtemps un de ces organismes, qu'en pensez-vous? N'y a-t-il pas un véritable enjeu de revalorisation des filières techniques et notamment des filières manuelles? On parlait tout à l'heure de la Forme 10, je pense qu'on a d'autres exemples, d'autres bassins d'emploi sur le territoire. Est-ce qu'on ne doit pas axer davantage les choses là-dessus pour créer des nouveaux emplois, des futurs emplois? Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités, ça donne un espace de parole intéressant. J'ai noté pas mal de choses sur
mon petit bout de papier, parce que j'ai un petit pense-bête. Peut-être rappeler que la FPAC est un opérateur historique qui a été créé juste après guerre pour reconstruire la France. Si on avait des gros besoins en reconstruction, il fallait mobiliser rapidement toute la main-d'œuvre nécessaire, les électriciens, et que la FPA est née aussi d'une logique d'aménagement du territoire. Les centres se sont créés là où l'activité s'est créée. Et comme les terrains n'étaient pas chers, souvent les centres FPA sont trouvés dans les quartiers qui sont aujourd'hui parfois ces mêmes quartiers qui sont un peu hors risque du PV d'ailleurs, parce que personne ne voulait y aller. Et donc les villes se sont étendues et parfois les centres FPA se retrouvent au cœur de ces quartiers. Sur les choses qui ont été évoquées tout à l'heure, moi j'aurais plutôt envie de citer quelques expériences. Il y a un certain nombre de choses qui sont un peu réussies et peut-être aussi en tirer quelques conclusions. Quand on parlait du lien social, l'AFPA expérimente depuis maintenant 1 an avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations une présence auprès des bailleurs sociaux. Et en l'occurrence, avec les CENI, nous avons à disposition, souvent dans la loge du gardien, la présence d'une consultante qui permet l'accueil de ces personnes du quartier, qui au départ tournent un peu en rond, approche, recule, je viens pas, je vais y aller, est-ce que je vais oser? Puis parfois, au bout de, c'est un peu comme un animal sauvage, un peu une espèce de... je finis par rentrer, je finis par poser des questions, donc effectivement, je pourrais peut-être m'intéresser à tel ou tel boulot, mais je ne connais pas ce métier, est-ce qu'il y a des contraintes, est-ce qu'on travaille la nuit, est-ce qu'on travaille le jour, est-ce qu'on travaille le week-end. Donc effectivement, la consultante qui est présente à Bassins prend beaucoup de temps. Heureusement qu'elle n'est pas payée au résultat, parce que sinon, forcément, on laisserait vite tomber ce dispositif. Simplement, depuis le mois de novembre, on a démarré, ça fait quelques mois, je crois qu'on a réussi à remettre au boulot, soit directement ou sur des parcours de qualification, à peu près 80 personnes. Et ce dispositif, on va l'étendre, donc, mais sur d'autres quartiers, pas forcément sur Marseille, on va un peu essaimer. Là, on est en train de monter une antenne sur Nice, par exemple. Il y a d'autres quartiers aussi dans d'autres communes. Donc je pense qu'il y a des choses aussi concrètement, et grâce au concours justement des bailleurs sociaux, de pouvoir être présents. Moi j'avais un petit rêve quand on a inauguré l'agence de Bassins, c'est de se dire mais on ne peut pas être présent partout, on ne peut pas avoir des locaux partout, simplement peut-être que si on arrivait à nous financer une espèce de, je parle toujours de l'idée du bibliobus, d'une petite camionnette qui viendrait faire le tour des bailleurs sociaux en bas des quartiers, d'être présent. Et de pouvoir simplement attendre que les jeunes aient envie de venir et qu'on puisse expliquer, de se donner un rendez-vous, pouvoir parler effectivement de leur projet. On a des dispositifs qu'on appelle des clics pour les jeunes. On sait que les entreprises ont des problématiques de compétences, que beaucoup d'emplois l'ont pourvu. Parfois, dans les métiers de l'industrie, c'est compliqué d'accueillir des jeunes et de les laisser tester sur des machines dangereuses. Enfin, sur des métiers tertiaires, c'est peut-être plus facile. Sur des métiers d'industrie, c'est compliqué. Les machines coûtent cher. Et donc, nos centres de formation, du coup, accueillent ces jeunes. Ils sont, pendant une semaine, ils peuvent découvrir plusieurs types de métiers. Ils sont hébergés sur place, ils sont restaurés, ça ne leur coûte rien. Et ça leur permet de travailler sur les contraintes liées au métier, les problématiques de mobilité, et effectivement peut-être de faire un choix sur ce métier pour aller se former, alors à la fois ou ailleurs, parce qu'on n'a pas le monopole de la formation, parce que maintenant vous savez que ce métier de la formation est un métier qui répond aux enjeux de la concurrence. Donc aujourd'hui, on est aussi confronté, nous, à des problématiques de mise en concurrence entre différents organismes, et on voit parfois des organismes hors sol venir s'implanter de façon précaire, rafler des marchés, surtout en tertiaire, parce que ça coûte pas cher, et laisser de côté tous les métiers de l'industrie. Quand on parle des métiers de l'industrie, on est en réflexion, avec parfois d'autres types d'organismes, à se poser la question de savoir s'il ne faut pas fermer nos centres de formation, parce que on n'a personne. Et dès lors qu'on a même une commande qui se perd par hasard pour former des chaudronniers, charpentes métalliques, des soudeurs, on a forcément à recruter un formateur qui va faire le boulot, il va falloir acheter de la matière d'œuvre, parce que nous on travaille en situation réelle, pour former il faut la cablotte, ça coûte très cher, et au bout, parfois il y a peut-être une vingtaine de personnes intéressées, puis le jour de l'entrée en formation il en reste plus que 4 ou 5. Donc il y a un vrai sujet sur la partie d'orientation, mais aussi de convaincre, de rendre peut-être un peu les métiers un peu plus sexy qui sont aujourd'hui sur les métiers manuels. Donc il y a un vrai boulot d'investissement à la fois des chefs d'entreprise, de la part de tout le monde,
Et donc, ce que j'entends, c'est que chacun, dans son tuyau d'orgue, travaille pas mal, quoi. Et on a un vrai sujet, c'est comment on peut mieux travailler de façon transverse, parce que parfois, on se sent un peu seul. Et comme, par exemple, le Conseil régional a la compétence formation, ils ont décidé d'être adéquationnistes et de ne financer que les formations qui passent à 70%. Donc c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous n'avez personne, vous ne placez pas, vous êtes payé, donc on fait. Voilà, c'est vraiment le truc qui est un peu idiot, mais je pense que là, il y a un vrai sujet sur les sujets, vous avez évoqué le sujet d'orientation tout à l'heure, c'est un vrai mal, ce sujet d'orientation a disparu de la cartographie, donc il y a un vrai travail à faire sur ce sujet-là. Et puis moi, je voudrais juste, il y a quelque chose, je ne pourrais plus travailler comme avant, depuis que, parce que vous parlez de la fracture nord-sud, au début je pensais que c'était une blague, parce que moi j'arrive de Haute-France, j'étais en train de ça. Bah, non, elle n'existe pas, ou si elle existe, c'est le Grand Nord. Voilà, c'est le Grand Nord, mais il y a effectivement des façons de travailler qui sont aussi un peu différentes. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans mon parcours professionnel, c'est quand le préfet Lalande a décidé, il y a 18 mois, c'était de fermer, avec le demande du gouvernement, de fermer la jungle de Calais. Simplement, il y a des migrants qui n'ont qu'une obsession, c'est de partir en Angleterre, mais il y en a qui sont là parce qu'ils ne savent pas vraiment où aller, mais qui ont vécu des choses très compliquées dans leur vie au quotidien, et qui ont décidé de rester en France et qui ont décidé de demander le statut de réfugié. Et donc, avec les services de l'État, on s'est posé la question de savoir, mais tout compte fait, il y a des emplois non pourvus, il y a des gens qui ont envie de bosser, des gens qui ont envie de rester, ils ont galéré, et qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a travaillé sur un programme qui s'appelle HOPE, H-O-P-E, oui. Je ne traduis pas ce que ça veut dire, parce qu'il y a un peu d'espoir quand même pour eux. Et ce qui est assez touchant, c'est dès lors que vous leur proposez un programme sur 300-400 heures de français, on appelle ça le français langue étrangère, parce qu'on fait très intensive, pour leur donner les rudiments de la langue française, mais surtout un langage technique, et travailler rapidement sur une orientation professionnelle vers certains métiers qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Au début, je me suis dit, c'est pas possible, on ne va pas les mettre dans une salle de cours, on ne va pas leur faire 7 heures par jour de français. Non, on va pas leur faire 7 heures parce que ce qu'ils veulent, c'est 20 heures de français par jour. Ils ont envie. Quand on parle d'avoir envie, ils ont envie, ils ont envie, ils ont envie. Et on est sur des taux de placement à l'emploi, je vous raccourcis l'histoire. On a un programme. Alors bien sûr, c'est 1000 personnes accueillies dans vos centres sur toute la France. Il y en a une cinquantaine en PACA. Les agences de travail temporaire nous demandent si on peut en faire plus. Il y a des entreprises qui comprennent aujourd'hui que c'est une main-d'œuvre intéressante, courageuse. Alors je me dis aussi parfois, il y a peut-être une question sur vraiment ce que c'est que la valeur au travail, sur l'effort, oui, comme vous dites, mais aussi se repérer, c'est-à-dire que votre témoignage, enfin monsieur, tout à l'heure vous disiez être payé grassement, je sais pas ce que ça veut dire, mais il faudrait parfois rappeler aussi aux gens que peut-être 1800 € par mois, c'est aussi pas si mal que ça. Enfin, il faut comparer ce qui est comparable. Non, mais je ne suis pas focalisé. Hein. J'apprécie volontiers que vous le citiez, etc. Mais j'aimerais bien aussi avoir une autre réponse. Oui, non, être payé grassement, moi je donne une jeu, c'est sur madame qui en a assez dans une brosse, mais aussi j'en ai assez dans une brosse. Je vous attaque pas par rapport à ça. Mais c'est juste être payé normalement. Moi j'aimerais bien être comme votre fille, avoir 1500 €. C'est ce que je demande des. Et payer normalement, ça serait être juste. Et avoir cette reconnaissance. En fait, on demande juste à être reconnu en tant que tel, c'est tout. Après, je rejoins. Je pense qu'il faut effectivement pouvoir donner du rêve, mais en expliquant aussi qu'il y a des choses qui sont pas non plus inatteignables de façon permanente. Donc il faut ramener un peu les jeunes aussi à la vraie réalité quelque part. Donc je pense qu'on a effectivement là, un vrai travail collectif à mettre en place et que toutes ces initiatives-là, il faut les conjuguer au quotidien. Merci beaucoup. Alors on est parti au nord, dans le Grand Nord, on va du coup maintenant aller dans l'Est avec vous, Thierry Vanderdonck. Vous êtes vous donc président toujours d'une association d'entrepreneurs de la vallée de l'Huonne. Vous engagez beaucoup d'actions justement sur l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu tout ce que vous avez pu faire ces dernières années, en tout cas de forme et qui fonctionne bien? Oui, merci. Alors, je vais peut-être parler justement de l'adéquation justement et du besoin de l'entreprise, puisque moi je représente des entreprises donc, sur le 9, 10, 11, 12e arrondissement de Marseille, dans lesquelles on a la particularité d'avoir de la grande distribution, des grands commerces, de l'industrie et du service.
Et il y a 2-3 ans, on s'est posé la question parce que l'industrie, en fait, n'arrivait pas à recruter des compétences. Alors des compétences pas fortement hautement qualifiées, des niveaux bac, pour pouvoir faire une carrière dans l'industrie. Et l'image de l'industrie, c'est l'image de l'industrie d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, quand on est dans l'industrie, c'est plus du tout ça. On gère une machine, on gère de l'informatique et du pilotage. Et on a des gestes qui sont techniques, très experts. Et donc on a décidé de monter une masterclass, c'est-à-dire une formation collective, faire venir des jeunes dans l'entreprise, dans l'industrie, leur faire visiter ce que c'est qu'une industrie. On a la chance d'avoir en plus des noms qui sont un peu magiques. On a Heineken, on a Henri Blanc, on a Panzani, donc des boîtes qui ont un nom, qui ont un sens. Et puis leur faire découvrir tout ça sur 400 heures de formation, dans lesquelles on a aussi intégré nos entrepreneurs qui sont impliqués dans le dispositif, avec 75% de recrutement à la fin de ces heures. Alors soit au niveau bac directement, soit on a prolongé la formation par une alternance. Les gens ont continué et on a de belles réussites. On va en faire une deuxième d'ailleurs dans l'industrie. Mais ça a donné des idées au commerce, et donc là on a carrément fait une masterclass commerce. On a fait le même dispositif avec Pôle emploi, recrutement, et là on a fait faire de la formation sur, par exemple, le merchandising par Leroy Merlin, Métro qui formait sur les ressources humaines, etc., pour donner du sens. Et je crois que ça nous a fait toucher du doigt aussi la différence qu'il peut y avoir et le cloisonnement des mondes entre les jeunes et l'accès à l'emploi et l'entreprise. Et en fait, on a 3 mondes qui ne se parlent pas beaucoup. On parle du stage de 3e, effectivement, ça part de là, mais pas que. C'est-à-dire que la plus grande des inégalités, moi mes enfants sont en public, ils n'ont pas été aidés. Et si moi je ne suis pas allé chercher quelle université il fallait aller faire, parce que l'université d'Aix, on en a une, monsieur tout à l'heure, qui fait des ressources humaines, on a une université qui finit dans le top du classement de Shanghai, qui est l'IAE d'Aix. Voilà, qui n'est pas payant, mais qui est très bonne. Par contre, encore faut-il savoir quel est le besoin de l'entreprise et d'avoir ce conseil-là. Et je crois qu'on a beaucoup à travailler entre l'éducation nationale, parce que c'est là qu'on va donner envie aux jeunes de travailler, c'est là qu'on va les orienter sur certaines choses. Puis après, il ne faut pas se leurrer. Nous, aujourd'hui, on a du mal à recruter. Voilà. Ça va vous choquer. Là, dans le 9e arrondissement, il y a un centre commercial qui s'est ouvert. Voilà. Leroy Merlin me disait tout à l'heure, bon voilà, on va bientôt atteindre le plein emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment, quand on cherche des gens qui ont un niveau bac, parfois on ne les trouve pas. On a eu 2 forums de l'emploi il y a une quinzaine de jours. Il y a des entreprises qui ont pris une demi-journée le matin pour venir, qui sont repartis à 11h, parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Ça, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que vous avez raison, vous avez du mal à trouver un emploi, parce qu'il y a plein de choses, je ne vais pas refaire l'historique qui a été détaillé. Et puis de l'autre côté, on a aussi l'entreprise qui a envie de recruter, mais le besoin, quand elle voit un diplôme, Bac plus 5, dont elle n'a pas besoin, qu'elle lui dise, moi ce que j'ai, c'est caissier. Et voilà, et ce qu'il faut réussir à faire, c'est ça à un moment. C'est-à-dire qu'on a des emplois manuels qui sont important, mais assez dégradé, parce que ça fait pas bien. Mais vous avez des gens qui s'éclatent, qui font une formation, et puis après qui décident, si ça marche bien quelques années, qui gagnent peut-être pas beaucoup, mais ils arrivent à monter leur boîte après, et puis finalement on en cherche. Qui n'a pas eu du mal à trouver un électricien, un plombier, voilà, où ça va mettre quelques jours pour là. Donc je crois qu'il y a ce problème de cloisonnement des mondes entre l'éducation nationale, l'entreprise, et puis effectivement des quartiers difficiles. Puis un deuxième problème, c'est la mobilité, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez un jeune, donc nous aussi dans les quartiers sud, on n'en a pas, il faut aussi que les gens puissent se déplacer. Et pour se déplacer, à un moment, il ne faut pas qu'ils mettent 1h30 pour venir bosser quelques heures à des postes ou des horaires un peu spécifiques. Sinon, il ne va pas prendre parce qu'il va faire le rapport coût, déplacement et investissement, et ça va poser un souci. Voilà. Après, et il faut voir aussi qu'il y a des gens, il faut essayer qu'on donne l'envie. Et vous parliez d'un autre sujet tout à l'heure qui était le fait qu'on ne donnait pas sa chance. Le seul problème, c'est que pour recruter quelqu'un,
Quand vous recrutez quelqu'un, vous avez un stress. Franchement, j'ai recruté des gens, j'ai recruté beaucoup, et c'est pas une question, enfin pour moi, d'intégration de CIA de 3 générations, en tout cas pas pour moi. Mais vous avez un stress que est-ce que ça va le faire? Parce que si ça ne le fait pas, que la période d'essai est passée, je m'en vais dans un truc qui va être stressant, pas sain, et sur lequel on partira. Et c'est là-dessus qu'il faut lutter aussi. Essayer de donner envie aux jeunes, essayer de vulgariser l'entreprise, de leur donner cette envie, mais après, des fois, essayer de faire en sorte que les études longues, elles soient corrélées avec des emplois à la clé. Et voilà, qu'il y ait cette adéquation, sinon ça peut pas être possible. Tout à l'heure sur la genèse de la création de la métropole, qui ne s'est pas faite en même temps que les autres pour des raisons politiques, donc on subit 40 ans, 50 ans après des mauvais choix de non-choix. Et en même temps, nous sommes un territoire qui a certes des richesses, mais avec une ville-centre qui est relativement pauvre, et avec un territoire qui est quelquefois 2 fois, 3 fois plus grand que l'Île-de-France. Et donc, une fois que vous avez mis cela en exergue, eh bien, c'est vrai que le coût du kilomètre de tramway ou de métro coûte 2 fois plus cher à Marseille qu'à Paris, tout simplement parce que à Marseille, vous avez un territoire qui fait 2 fois et demi Paris. Ça signifie que pour desservir la même population, il vous faut 2 km quand vous desservez 1 km à Paris. Voilà. Et donc, et en plus, nous avons justement cette difficulté de ne pas avoir les ressources qui nous permettraient de financer un plan mobilité qui est évalué à 7 milliards d'euros, alors que nous avons une capacité à investir qui avoisine grosso modo le 300-350 millions d'euros. Et donc aujourd'hui, tout tourne autour de cela, et je pense que tous les politiques en sont conscients, tous. Alors chacun va le dire avec ses mots, d'autres vont essayer de porter accusation de ceux qui sont actuellement en place. Mais la vérité, c'est que demain, sauf à ce qu'il y ait une mobilisation générale de tous les acteurs publics, et y compris de l'État, peut-être que nous pourrons entrevoir quelque chose d'intéressant. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qui me ferait craindre ou m'inquiéter, c'est que toutes les politiques publiques qui étaient, pour certaines d'entre elles, portées par l'État, sont, je dirais, repoussées sur la responsabilité des collectivités territoriales. On a des transferts de compétences, mais on n'a pas les transferts de moyens qui vont avec. Et tout ça va atteindre certaines limites à un moment donné de l'histoire. Nous le disons, nous le répétons, mais je crains fort que le pouvoir actuel ne l'entende pas forcément, et ça m'inquiète. Après, moi je crois qu'aujourd'hui, on a trouvé un peu la parade. C'est-à-dire, pour que la mobilité soit réalisée, eh bien, au lieu d'avoir le jeune qui a la possibilité de se déplacer pour aller vers l'école en question, eh bien, on rapproche l'école de là où habite le jeune. C'est l'histoire de la deuxième école de la deuxième chance. C'est-à-dire qu'on avait une école de la deuxième chance dans les quartiers nord, à Saint-Louis, donc ça couvrait un bassin de population des quartiers nord et du centre-ville de Marseille, et puis nous n'avons rien dans les quartiers sud, si ce n'est une antenne à Saint-Louis. Résultat des courses, pour les jeunes qui habitent la vallée du Rhône, par exemple, ou qui habitent les quartiers sud, il est évident qu'imaginer de devoir aller à l'école de la deuxième chance à Saint-Louis, bon, c'est tout un parcours du combattant. Et donc, nous avions des jeunes qui, avant même d'avoir commencé, eh bien, abandonnaient. Que faisons-nous? Nous créons une école de la deuxième chance dans les quartiers sud pour justement répondre à ce besoin de mobilité. Alors évidemment, ça a un coût, le département dans cette affaire finance 70% de l'opération, et heureusement qu'il y a le département, parce que heureusement que dans toutes les collectivités que nous avons sur ce territoire, heureusement qu'il y en a une qui a quand même de l'argent. Mais jusqu'à quand? Et donc aujourd'hui, on finance ce type d'initiative, et je trouve que c'est très bien, parce que finalement, nos quartiers ont du talent, qui est un dispositif qui vise à aider les jeunes qui ont déjà, je dirais, un bagage, et qui, en termes de diplôme, mais qui ont du mal à concrétiser par un emploi. Ceux qui, au contraire, n'ont aucune formation qualifiante et qui ne savent même pas ce qu'est finalement la réalité du travail. Et donc avoir l'école de la deuxième chance qui va les accompagner, qui va les aiguiller, qui va leur donner une formation et qui leur offre un début de tutorat, mais ça n'est pas suffisant. Et donc là, peut-être, là aussi,
il y a peut-être un engagement, on a parlé de citoyenneté tout à l'heure, mais est-ce que l'engagement citoyen demain d'un chef d'entreprise, ça n'est pas aussi de s'engager peut-être plus fortement sur des actions de tutorat qui existent déjà, mais qui ne sont pas forcément suffisamment généralisées. Après, on a les EPID. Les EPID, ce sont ces établissements publics de la défense qui ont été créés sous un gouvernement il y a quasiment maintenant plus de 15 ans, qui existent. Mais là aussi, parce que franchement, on parle de choses, on parle de mécanos, on parle de moyens, on dit que bon, il faut des lois qui nous permettent d'avoir des emplois francs, moins chargés, de manière à pouvoir mieux embaucher. On parle de mécanos pour avoir des instituts de formation qui accompagnent, qui prennent les gamins, qui les identifient, oui, aux bailleurs sociaux qui décident de s'impliquer et qui vont identifier sur leur territoire des jeunes parce que ce sont les enfants de leurs locataires ou parce que tout simplement dans la loge ou dans le périmètre de leur patrimoine, eh bien on donne l'information qu'il existe une école de la deuxième chance ou qu'il existe nos quartiers du talent. Mais je suis intimement persuadé que 80% des jeunes qui habitent dans certains des quartiers, ils ne savent pas, même pas, qu'il existe ce type de choses. On peut parler des EPID qui vont chercher les gamins, qui essaient de les restructurer, mais le sujet quand même, c'est que nous avons ces quartiers, mais pas seulement, parce qu'on a tendance à voir d'ailleurs que les problématiques de cette nature s'amplifient et se développent sur les territoires, à Marseille comme ailleurs d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus faire le complexe marseillais. La réalité de ce que nous vivons à Marseille, c'est une réalité lyonnaise, c'est une réalité lilloise, c'est une réalité parisienne. Et donc je crois qu'il faut aussi cesser de dire qu'il n'y aurait qu'à Marseille que nous serions confrontés par ce type de problème. C'est faux. Mais la réalité, c'est que nous avons beaucoup de jeunes, trop de jeunes, que j'estime, et c'est un mot qu'il ne faut pas voir dans son côté péjoratif, déstructurés. Voilà, on en arrive à devoir financer des organismes qui reprennent tout à zéro. Le B à bas. Comment on se lève le matin, comment on s'habille le matin, à quelle heure on doit se lever, à quelle heure on doit aller au travail, bref. Et donc, on voit bien que le sujet, il est forcément un sujet qui, à mon sens, est essentiel et capital. On ne pourra pas construire et développer cette ville, on ne peut pas rêver d'un destin de cette ville uniquement en pariant sur les CSP+, sur les start-up, sur l'économie de la connaissance, sur l'économie du numérique. Moi, je suis très fier d'avoir sur mon territoire Lumini. Bibliothèque, très bien, on est tous contents, on s'applaudit, c'est parfait. Et moi, je suis très content d'avoir cela. Enfin, il faut bien reconnaître que si vous naissez dans un certain quartier, que vous n'avez pas l'entourage familial qui va vous porter à faire un certain nombre d'études, ou si vous n'avez pas la volonté, la motivation, eh bien, vous ne serez jamais étudiant à Lumini. Et donc, ou que vous ne travaillerez jamais dans une start-up de Lumini sur les deux technologies. Donc, à côté de ça, moi je pense que c'est bien de développer ce que nous faisons. Nous avons fait un forum de l'emploi, nous avons fait un conseil municipal extraordinaire sur l'emploi, nous avons listé toute une série de mesures qui visent à faciliter l'implantation des entreprises, à faciliter, je dirais, les structures de formation, le guichet unique. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui sont des choses qui sont formidables, mais il n'en demeure pas moins que je pense, et c'est ça, à mon sens, le défaut du politique aujourd'hui, que malgré ce que peut laisser penser l'actuel président, je pense que il ne le fait pas et il ne le fera pas parce qu'il ne connaît pas. C'est l'humain. Voilà. C'est la réalité des choses. C'est le fait qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus perdre de temps avec les gens qui posent des problèmes. Nous ne voulons plus perdre de temps avec des gens qui sont en difficulté. Nous voulons que ça marche et nous voulons que ça aille vite parce qu'on est dans une société où tout doit aller vite. Et moi je crois que demain, dans cette ville, plus que dans d'autres, mais dans cette ville en particulier, eh bien, les élus de cette ville devront être des missionnaires. Ils ne pourront pas être simplement des gestionnaires. Ils ne pourront pas simplement tracer des caps, dire des indications. Ils devront être des missionnaires. On met les mains dans le cambouis, on met les mains dans la glaise, on va vous soutenir, on va au contact, on essaie de comprendre, on essaie de tirer les jeunes qui peuvent réussir. Et bien évidemment, pour que ça marche, il faut que les écosystèmes, parce que nous seuls, on ne peut pas y arriver, et bien que les écosystèmes soient là et puissent justement rebondir. Moi, je suis malade d'entendre que, je le sais, mais
et ça me rend malade quand même à chaque fois que je l'entends, qu'il y a des emplois. Il y a des emplois. Voilà, il y a des emplois de chevronniers, il y a des emplois de bouchers, il y a des emplois de poissonniers, il y a des emplois... Et à côté de ça, on n'y arrive pas. Et ça, c'est quelque chose, c'est un échec qui est colossal pour nous tous, parce qu'on est quand même impliqués. Vous, monsieur, c'est quasiment votre cœur de métier, votre quotidien. Vous allez... Bon, et on voit bien que ce système-là a vécu, il est fini, et aujourd'hui, je pense que s'il y a une défiance à l'égard du politique, et elle est réelle, c'est parce que justement, le politique n'est peut-être pas suffisamment en prise, enfin, pas suffisamment acteur lui-même des choses. Voilà. Il laisse aux structures le soin de réagir, de faire, et ça, je crois que dans une ville comme Marseille, ça ne fonctionne pas. Si on veut que ça fonctionne, il faut aller chercher, mettre les mains dans la glaise, aller dans les bas d'immeubles, faire ce qu'on essaie de faire à une modeste échelle à 13 habitants. Voilà. Bon, on a des acteurs professionnels qui sont là pour nous relayer, mais moi je pense que c'est cela. Il faut aller au plus proche de la proximité, et c'est, me semble-t-il, finalement un peu le sens qui doit nous guider dans les années qui viennent. Merci pour cette conclusion. Alors, je crois qu'il y a une dernière petite question, en tout cas un retour. Juste après, on va vous laisser quelques minutes pour poser 2-3 questions avant de libérer et remercier nos intervenants pour la richesse et la qualité de leurs propos. Alors, je vous laisse la parole. Oui, mais dans les solutions, il y a aussi qu'on regarde beaucoup l'emploi en regardant le passé. Et il y a une chose, moi, qui m'a impressionné quand j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur l'intelligence artificielle. Et on a de la chance ici d'avoir des data centers, parce que Marseille est un fil conducteur vers l'Afrique et d'autres pays. Ça n'est pas beaucoup de choses. Vous êtes positionné là où... Exactement. En plus d'avoir le soleil, on a cette chance. J'ai lu un article, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est intéressante. Vous avez 7 chercheurs à Stanford qui ont créé un réseau de neurones artificiels. Ils ont créé ce réseau artificiel, et ils lui ont montré des photos de cancer de la peau. Et ensuite, ils ont mis en compétition ce petit réseau de neurones artificiels avec 21 dermatologues spécialisés. Ils ont fait une petite compétition, résultat des courses, égalité. Ils sont tombés sur le même nombre, sur le même résultat. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que je pense qu'aujourd'hui, Nord-Sud, je ne sais pas si ça va être, en termes de distance, notre vraie concurrence. La vraie concurrence, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez bosser d'où vous voulez, un peu partout, que ce soit partout en Europe, même ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, alors moi je n'y connais rien en informatique, tout ce que je sais, c'est qu'un développeur, moi ça me paraît un truc complètement ahurissant, j'y connais rien, etc. C'est 6 mois de formation. Voilà. Il y a des écoles à Lyon, il y a une superbe école à Lyon qui prépare les gens à faire du développement. L'avenir, il va être là. L'avenir, il va être là, et il y avait M. Souto de la French Tech qui disait, c'est marrant, nos startups, elles sont plus connues à Las Vegas, parce qu'on les amène là-bas, que finalement à l'Uvon Valley, donc il est venu faire un tour, expliquer, montrer des startups. Et je crois qu'aujourd'hui, quand je parlais de décloisonnement des mondes, il faut essayer d'aller là-dessus, parce que sinon on va se regarder dans 10 ans en se disant, ah bah mince, en fait, il y avait un besoin de compétences, on a été les prendre en Italie, on a été les prendre ailleurs. Et je crois que là, en termes de politique, il faut qu'on avance là-dessus pour essayer de créer des richesses et essayer d'aller vers cette industrie du futur qui me paraît capitale. Surtout sur le numérique, je crois que c'est 40 000 emplois la French Tech sur le territoire, donc il y a encore des choses à faire. Alors, est-ce que vous avez quelques questions, Monsieur Roux? Directeur de l'ACPA. Je travaille dans un centre de prévention de santé et j'ai contact régulièrement avec des jeunes issus de la mission locale, de l'EPID, de la deuxième chance. Et en discutant la dernière fois, j'ai parlé avec les accompagnatrices, ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas le profil. Parce que je leur ai parlé d'AFAS tous les jours sur France Bleu Provence, vous faites la publicité. Alors je voulais savoir quel est le profil exactement que vous demandez pour que ces jeunes aillent. Et je voulais aussi aux intervenants, est-ce que vous ne pouvez pas y aller,
faire connaître de différents trucs dans les structures de mission locale. Parce que j'ai l'impression que ces jeunes, quand ils viennent, sont complètement paumés. Alors si vous n'allez pas aux jeunes, c'est pas eux qui viendront chez vous. Donc je pense que déjà la fin, ils m'ont dit il n'y a pas de profil. J'aimerais savoir le profil qu'il faut. C'est les accompagnatrices qui m'ont dit ça. Parce que tous les jours, effectivement, on recrutait des chaudronniers avec rémunérés par le Conseil général, c'est ça que vous avez dit. Je pense que c'est ça qui sont des stages un peu dans différents trucs. Quoi. Et a priori, les structures, donc c'est très intéressant tout ce que vous avez, mais il faudrait peut-être que vous alliez dans ces structures-là pour faire connaître, pour motiver un peu ces jeunes. Parce qu'ils sont complètement désemparés. On les voit, ils viennent passer la matinée, passer le bilan, il n'y a rien qui les intéresse. Donc si vous alliez peut-être à eux, peut-être que ça motiverait, peut-être il y a des têtes pensantes dans ce secteur-là, et qui sont là, laissés aller. Merci. Quand on parle des profils ou des compétences attendues, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire qu'il n'y en a plus. C'est-à-dire que je pense qu'il y a, surtout sur ces métiers-là, je pense que le profil type pour un patron, c'est quelqu'un qui a un véritable comportement, c'est-à-dire qui a envie d'aller bosser. C'est-à-dire que bien souvent, si on fait un chantier, moi souvent je dis voilà, le patron il embauche au Carrefour, t'es là à 7h, la camionnette passe, si t'es pas là, c'est perdu. C'est quasiment la seule compétence qu'il peut avoir. Après, je ne parle pas de formation, de qualification au niveau Bac plus 4, Bac plus 5, c'est pas le sujet, mais quand même sur beaucoup de ces métiers non pourvus, il y a une véritable problématique du comportement. Et c'est quand même pas bien compliqué, et je pense qu'effectivement, moi ce que je propose régulièrement, que ce soit au conseil émission locale ou au conseil Pôle emploi, c'est de venir dans nos centres, de travailler avec les formateurs, d'essayer de comprendre justement pourquoi un métier de soudeur ou un métier de chaudronnier, ça implique d'avoir tel comportement ou d'avoir une problématique de dextérité manuelle. Moi, ça ne me dérange pas d'aller chez eux, sauf qu'il faut aussi qu'ils puissent nous accueillir, hein, sinon forcément pas la place. Quand je disais que nous allons dans les quartiers et qu'on va travailler dans des agences, comme avec les bailleurs sociaux, c'est justement pour se rapprocher des publics. Alors du coup, on va lancer je ne sais pas si c'est une véritable innovation, mais on est en train de travailler sur un concept, plus qu'avancé, d'AFPA Village. C'est-à-dire se dire que nos centres de formation sont certainement trop fermés, là je vous l'accorde, et du coup, on va les ouvrir tous les jours de la semaine. On va les ouvrir. Moi, mon ambition, c'est sûr, on a beaucoup parlé des startups, très intéressant, pour certains niveaux de qualification. Tout à l'heure, vous avez parlé d'économie sociale et solidaire. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on ne s'empare pas de gagner des espaces de coworking et des espaces de start-up de l'économie sociale et solidaire. Donc moi, n'importe quel futur créateur d'entreprise qui a envie de créer, s'il n'a pas les moyens de s'acheter une commande numérique, une fraiseuse, des ordinateurs, des imprimantes 3D, on a ça dans le dispositif de formation. Vous savez, ça sert très peu, ça sert quelques heures par jour, ça ne sert pas tous les jours. Donc je veux dire, ce futur créateur, s'il a envie de tester son prototype, de fabriquer ses avant-pièces, eh bien, il sera bienvenu chez nous, on va les accueillir. Donc on est en train de travailler sur plusieurs dispositifs. Vous savez, vous connaissez peut-être la VARAP, qui est une grosse structure d'insertion. On a un projet aussi avec eux d'une usine à containers. C'est comment on transforme des containers en locaux, sociaux, etc. Et donc l'idée, on se prend un rêve justement de construire ce centre de formation avec eux dans le quartier nord, justement, et de pouvoir enseigner tous les métiers qui vont autour de l'aménagement et de la transformation, parce qu'on est dans l'économie circulaire, on est dans le traitement de déchets, et là aussi il y a beaucoup de choses à faire. Donc l'idée quand même, c'est justement ce concept d'AFPA Village, donc de l'ouvrir et de l'ouvrir aux autres. Et on organise la semaine prochaine un meet-up justement avec un laboratoire qui s'appelle le LICA, qui est le laboratoire d'intelligence collective artificielle, sur justement l'influence justement de l'intelligence artificielle, du numérique demain dans la problématique des ressources humaines. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, venez nombreux aussi sur le centre de Marseille-Saint-Jérôme, c'est quand même pas loin du quartier nord, et où ce sera intéressant de pouvoir continuer ces échanges de cet instant. L'invitation est lancée. Je suis salariée dans une société où j'avais opté, en plus de mon job, de ma charge de travail, de faire de la formation, de m'occuper des jeunes. Donc j'ai reçu ce qu'on appelait chez nous des apprentis, des jeunes qui avaient Bac plus 4 et qui s'orientaient vers des formations soit de juristes, soit de magistrats. Donc c'est des jeunes motivés, tout ça c'était très bien. Mais après, on avait aussi des jeunes qui avaient des niveaux BTS. Et ils faisaient des BTS soit en alternance, soit c'était le cursus normal, mais il fallait qu'ils fassent une préparation pour les oraux.
J'avais opté pour cette préparation et je me suis rendu compte, quel que soit le niveau, ils avaient énormément de problèmes de s'exprimer. C'est-à-dire que, d'une part, ils ne savaient pas se présenter. Ils ne savaient pas décrocher un téléphone et dire les formules de politesse les plus élémentaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur bulle, avec tout le temps le portable. Ils écrivaient des trucs, je travaillais dans un milieu vraiment technique. J'avais l'impression des fois de parler japonais, parce que quand je relisais le courrier, je me disais c'est pas possible, il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Oh non, mais ça veut dire à peu près pareil. Non, non, c'est pas que ça veut dire à peu près pareil. Tu me mets exactement ce que je t'ai dit. Parce que ça, c'est la formation. Et maintenant que je suis à la retraite, j'ai toujours opté pour cette idée d'intervenir auprès des jeunes, parce que ça m'a toujours intéressé. Au départ, je ne voulais pas être juriste, je voulais être enseignante. Je crois que j'ai bien fait pour être enseignante, sinon je me serais arraché les cheveux. Et donc, je fais du bénévolat dans une association qui s'appelle Énergie Jeune, que peut-être certains d'entre vous connaissent. On intervient qu'en zone d'éducation prioritaire. Moi, j'ai opté pour Campagne l'évêque. Et j'avoue que c'est toujours un réel plaisir quand je vais voir ces jeunes. Je les vois de la 6e jusqu'à la 3e. Première chose, je ne suis pas une garde-chou, je ne les note pas, je ne les juge pas. Je suis là simplement pour leur donner l'envie de se restructurer, comme a dit monsieur le maire. Et alors, quelque chose qui chaque fois me rend malade, c'est quand j'ai des petites 6e, la première chose que je leur dis, ce matin, quand vous vous êtes réveillés, vous étiez d'humeur comment? Joyeuse, maussade, pas du tout content. Et sur la classe de 25 élèves, la majorité, ils sont tristes, ils ne sont pas contents. Alors quand je leur demande pourquoi tu n'es pas content, j'avais pas envie de venir. Pourquoi tu n'avais pas envie de venir? Parce que j'avais sommeil. À quelle heure tu t'es couché? 3 heures du matin. Qu'est-ce que tu faisais jusqu'à 3 heures du matin alors que tu quittes le collège à 17 heures grand maximum? Ben, j'ai joué à la PlayStation, j'ai joué les jeux en ligne, en ordinateur. Question, et papa et maman, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pareil. Donc, comme on dit déjà, comme disait monsieur, le premier profil, c'est arriver à l'heure au travail. Moi, j'ai toujours eu la chance de travailler dans une entreprise où on avait ce qu'on appelait les horaires mobiles. Les horaires mobiles, ça a des limites quand même. On est obligé de faire son taf d'heure dans une journée. Et bien, aujourd'hui, les derniers embauchés, ils badgent 3-4 minutes toujours en retard de la plage fixe. Et quand on leur dit, ben, tu arriveras à 33 et pas à 30, ben, c'est pas pareil. Je resterai plus ce soir. Non, c'est pas pareil. Demain, si tu as un rendez-vous pour une expertise, tu as rendez-vous à 10h, tu vas te pointer à 10h30. La personne que tu représentes, il va dire, mais il est où là, celui qui veut me défendre? Tu es à 10h-10 et pas à 10h30. C'est toute une éducation. Et donc ces enfants, et dès la 6e, ils ne savent pas ce que veut dire rentrer, goûter, faire ses devoirs et souper, parler un petit peu avec papa et maman et aller se coucher. Quand on leur dit qu'il faut que tu aies 7, 8, 9, 10 heures de sommeil, on est des extraterrestres. Ils nous prennent pour des fous. Hein. Parce que moi, souvent, ils me disaient, tes enfants, ils se couchent à quelle heure? J'ai dit, bon, les enfants, ils sont grands. Mais quand ils étaient petits, à 8h30, ils étaient au lit, ça c'était certain. Il n'y avait pas de jeudi, pas de dimanche, tout, c'était comme ça. Donc, après, c'est donc la structure, je pense que si on veut faire évoluer aujourd'hui les jeunes vers un emploi, il faut commencer à leur apprendre à être structurés. Parce que, et les parents en premier. Parce que quand vous entendez le gamin qui vous dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Alors, 9 fois sur 10, footballeur. Bon. Alors attends, redescends un petit peu de ton piédestal, pour être footballeur, on va t'expliquer, c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire pour gagner le SMIC? Rien du tout. Les filles sont plus motivées. Les filles sont toujours, elles ont peut-être de la réserve, elles n'osent pas nous dire ce genre de choses, mais les petits garçons, alors là c'est flagrant. Hein. Et puis moi j'ai pas envie de me lever pour aller gagner 1 200 € par mois. J'ai pas envie de travailler le samedi et le dimanche. Donc ça c'est un travail peut-être de toutes les associations, le travail des parents et surtout le travail aussi,
Voilà, les parents. Et je peux vous garantir, dans tous les collèges où j'interviens à Pont-du-Vivo, j'interviens à Louise Michel. Hein. Alors, c'est des collèges en zone d'éducation prioritaire, mais pas du tout le même niveau d'enfant. Hein. C'est pas du tout la même structure sociale, je dirais. Mais vous avez des professeurs qui se lèvent. Mais alors, comme on dit à Marseille, le PDD, comme c'est pas possible, pour n'avoir rien en retour. Rien. Parce que déjà, souvent, ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, ce qui n'est pas très bien. Et ensuite, ils se rendent compte que sur une classe de 25 gamins, eh bien, ils vont peut-être en tirer un au bout du cycle de la 3e. Merci beaucoup, Jeanne. Je crois qu'on est encore dans le sujet, vous avez envie de réagir. On vous entend. Oui, je veux bien vous répondre à ce sujet-là, en tout cas, effectivement. Et il y a un temps qui est important, et j'en parlais tout à l'heure, c'est le temps de réalisation de soi. Effectivement, c'est important de pouvoir accompagner ces enfants et leur donner un cadre différent aussi, dans le sport, dans la culture, dans les activités. C'est des temps qui permettent aussi d'acquérir une notion de la responsabilité, du dépassement de soi, et ça peut donner un regard différent. Évidemment, ça part dès l'enfance. Mais vous avez dit quelque chose, et vous l'avez dit aussi finalement, c'est la motivation. Et je pense qu'au-delà de la motivation, et surtout arriver à 20 ans, c'est l'image de soi. Et je crois qu'avant de vouloir faire rentrer les gens en formation, avant de vouloir en faire des plombiers, des chaudronniers ou quoi que ce soit, je crois qu'il faut véritablement les accompagner dans qu'est-ce qu'ils sont eux. Et je ne sais pas si ils sont toujours déstructurés. Oui, ils fonctionnent finalement différemment. Alors oui, c'est pas très glamour d'aller travailler pour le SMIC quand on peut peut-être éventuellement le toucher différemment, mais c'est vrai. Donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accompagner les jeunes à rêver de ce qu'ils ont aussi envie d'être, à mettre le doigt sur leurs compétences, leurs capacités. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que dans ces quartiers, il y a beaucoup d'autodidactes. Il y a beaucoup de jeunes qui se forment. Monsieur le maire, vous le savez, d'ailleurs on en a un qui est en train de nous filmer ce soir. Il y a des personnes qui sont capables de se former tout seuls, d'aller vers ce qui les font rêver. Sauf que parfois ces jeunes qui sont des artistes, mais ne sont pas dirigés vers des formations qui vont leur apporter finalement leur réalisation d'eux-mêmes. On ne va pas leur donner forcément le pouvoir de croire en eux-mêmes. Et je crois que la base de toute formation, c'est d'abord travailler sur l'image de soi. Et du coup, on a beaucoup parlé de comment permettre aux jeunes d'avoir une vision différente de l'entreprise. Et bien moi, je dirais qu'avant d'avoir une vision différente de l'entreprise, il faudrait déjà qu'ils aient une vision différente d'eux-mêmes, de ce qui est possible de faire pour eux-mêmes. Ensuite, effectivement, découvrir vers quelle entreprise ils peuvent se tourner. Et donc, du coup, fatalement, changer aussi le regard des entreprises sur ces jeunes-là. Parce que ces jeunes, parfois, ils ont des capacités différentes. Un jeune qui apprend à coder tout seul, par exemple, il va le faire différemment, il va penser différemment. Et je trouve que l'idée de créer effectivement des pépinières, des accompagnements, mais ça, c'est des idées d'avenir, c'est génial. Et effectivement, je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous aviez des personnes qui étaient en pied d'immeuble et que c'était pas facile. Et effectivement, je crois que c'est pas facile tout seul. Je pense que c'est des choses qui doivent se penser ensemble, qu'au pied de ces cités, finalement, au lieu de mettre une personne, on pourrait mettre effectivement des entreprises, des personnes qui sont en mesure de les former et des personnes qui sont aussi capables de les coacher, de leur permettre de s'exprimer correctement, mais de s'exprimer aussi en prenant conscience de leurs compétences pour pouvoir les défendre et se diriger vers une formation qui va leur convenir, ou pourquoi pas effectivement vers des structures qui pourront les accompagner vers l'entrepreneuriat. Parce que je crois que c'est quelque chose aussi qui correspond beaucoup à ces jeunes-là. Voilà. Merci pour cette note d'espoir, Monsieur Royer-Droit. Je vais simplement clôturer la chose en disant que finalement, il faut sans doute beaucoup d'humilité. On voit bien que le débat a montré combien le sujet est complexe, qu'il est prégnant, qu'il est présent, mais qu'il y a autant d'initiatives qu'il peut y avoir de bonne volonté,
qu'il ne faut sans doute pas justement restreindre les initiatives. Je pense que peut-être on est dans une société où dès que l'initiative n'est pas suffisamment bien formatée, on doit la rejeter. Or, très vraisemblablement, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Et donc je pense que dans une ville comme Marseille, le rôle d'une municipalité, c'est au contraire d'encourager toujours plus ce type d'initiative. Deuxièmement, je crois que finalement c'est une grande chaîne pour réussir ce que nous sommes, ou pour réussir ce que nous devenons. C'est une grande chaîne humaine qui commence bien évidemment dès notre plus jeune âge et qui se terminera à notre décès. Cette chaîne, il mérite qu'elle soit entretenue, qu'elle soit musclée à chaque étape de la vie. Et c'est vrai qu'on le voit bien, les politiques publiques depuis quasiment une vingtaine d'années visent en quelque sorte à appauvrir les liens de proximité. Or, moi je suis intimement convaincu que la richesse de demain se trouve dans la proximité. Quand on ferme un service public, quand on regarde simplement une approche purement comptable d'une formation, lorsque on décide de ne plus être aussi présent en pied d'immeuble, parce qu'il y a des logiques comptables derrière tout ça, eh bien, je pense qu'on s'éloigne encore un peu plus de celles et ceux qui ont pourtant besoin de 2 fois plus de nous que d'autres. Et donc, cette proximité dans une municipalité, que ce soit à Marseille ou ailleurs, elle doit retrouver encore plus de force et encore plus de vigueur. Et beaucoup de choses se font. Et finalement, je pense qu'au final, il faut peut-être aussi se concentrer sur quelques acteurs bien ciblés pour éviter la déperdition qu'on peut avoir lorsqu'on est trop nombreux. Il faut aussi avoir de plus en plus, je dirais, un guichet unique, certes, pour les entrepreneurs lorsqu'ils ont besoin de s'implanter, c'est une chose, mais il faut sans doute aussi le même guichet unique pour les demandeurs. Voilà. Et c'est vrai qu'un demandeur qui va avoir, je dirais, le réflexe d'aller sur les réseaux sociaux pour se renseigner sur la démarche à suivre, j'ai bien, mais ça présuppose déjà des prérequis que l'on n'a pas tous. Et donc aujourd'hui, effectivement, que ces guichets uniques soient disséminés sur le territoire, mais qu'en plus ils soient disséminés là où on en a réellement besoin. Voilà. Et pas simplement parce qu'on va le faire là, parce qu'on a un local de disponible. Il faut le faire sur la base d'un constat bien identifié. Et puis en même temps, de toute manière, c'est une réalité aussi, il ne peut pas y avoir d'emploi s'il n'y a pas de développement économique. C'est tout le travail qui est fait et qui est formidablement fait sur l'attractivité du territoire, notamment par un de mes collègues dont j'apprécie beaucoup le travail qu'il fait, c'est Didier Barakian, parce que justement, il y a ce travail d'ouverture du territoire sur des espaces qui étaient jusqu'à présent inconnus ou méconnus. Il faut faire comprendre aux gens qu'il y a un intérêt à investir dans notre territoire et nous avons des atouts pour le faire. Et c'est vrai aussi que nous le voyons bien, nous sommes entre deux mondes. Il y a ce monde d'une économie qui était une économie, je dirais, réelle, mais d'une économie sur laquelle on ne se posait plus trop de questions. Elle était là, elle existait depuis 30 ou 40 ans, post-industrialisation, voilà. Et puis, il y a cette nouvelle économie qui quelquefois nous fait peur, parce qu'on ne la comprend pas. Cette économie de la connaissance, cette économie du numérique, bon, bref, tout ça fait qu'on sent bien qu'il y a un champ des possibles énorme. J'adore ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a des jeunes qui, quelquefois, peut-être dans leur chambre, arrivent à coder des choses, mais avec des systèmes qui ne sont pas ceux qu'on a enseignés dans les grandes écoles. Bon, mais on s'en fout de ça, à la limite. Le principal, c'est que ça permet de créer l'initiative, ça permet de créer la richesse de chacun, et il faut l'encourager, cette richesse. Et moi, je pense que, justement, une municipalité, ce doit être, justement, ça doit être un encouragement permanent. Il faut qu'on soit pas simplement des passeurs, il faut qu'on soit aussi encore plus des moteurs. Des moteurs, et ça c'est quelque chose qui est important. Et après, bien évidemment, la réponse elle est globale.
crois que très clairement, on a simplement ciblé sur l'emploi, c'est une bonne chose. Mais on a parlé de la mobilité, c'est évident. Mais on peut aussi développer sur le logement, c'est un autre sujet, mais qui est si important dans nos quartiers. Je ne vous cache pas qu'il y a des choses qui, moi, ne me conviennent pas dans ce qui est en train d'être décidé. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille, qui a un bon poste, eh bien parce qu'il finit par, dans son parcours professionnel, avoir un bon salaire, eh bien il va devoir quitter le HLM dans lequel il vit. Mais pourquoi l'obliger? Si cette personne veut vivre dans cet environnement-là, mais moi je trouve que c'est une valeur d'exemple extraordinaire d'avoir quelqu'un qui a réussi, qui travaille, qui se lève tous les matins, et cette personne, on va lui dire, mais maintenant tu gagnes trop, tu dois partir, tu dois aller habiter ailleurs. Mais c'est le renforcement de la ghettoisation de notre ville et de nos territoires. Et moi je trouve que c'est une erreur, et c'est une erreur stratégique. De même qu'aujourd'hui, on considère que construire du logement social, dès lors que vous êtes en QPV, eh bien vous ne pouvez construire que du logement social PLS, donc c'est du logement social supérieur. Mais autant quelqu'un qui a vécu dans ces quartiers, qui a vécu dans la cité, veut rester dans sa cité, autant la personne qui habite, pour faire simple, je schématise Perrier, vous n'allez pas lui dire qu'elle va aller habiter Campagne-l'Évêque. Enfin, je ne pense pas, sauf ça sera très restreint. Et donc, dire qu'il faut construire dans ces quartiers-là du PLS où des gens ne voudront de toute manière pas habiter, c'est une vue de l'esprit. Et ça signifie, et ça revient toujours à la même chose, c'est qu'on veut que l'État fasse le bonheur des gens malgré eux. Moi, au contraire, je crois que l'État, pour faire le bonheur des gens, il doit laisser à chacun la possibilité de prendre des initiatives. Et c'est de l'enrichissement mutuel de chacun que nous nous rendrons encore plus forts. Et c'est en cela que les témoignages qui ont été donnés de mademoiselle tout à l'heure, de monsieur aussi, montrent qu'il n'y a que de richesse d'hommes et que nous devons tirer de cette diversité professionnelle, diversité à tout point de vue, eh bien, ce qui nous apporte le meilleur. Et c'est dans cela que, me semble-t-il, cette ville s'est construite pendant très longtemps, et c'est dans cela qu'elle doit encore, me semble-t-il, se construire pour les années qui viennent. Merci à toutes et à tous, et maintenant, on va voir